y avait quelque chose qui clochait dans sa façon de tenir sa coupe. Pas un manque d'élégance, la robe de soirée bleu cobalt scintillait sous les lustres en cristal de baccarat avec la précision d'une pierre précieuse. Et sa posture était irréprochable. Son chignon blond cendré ne laissait échapper aucune mèche, ses épaules étaient alignées avec la rigueur de celle qui a pratiqué le maintien non pas comme un rituel mondain, mais comme un protocole purement fonctionnel. C'était autre chose. C'était la façon dont ses doigts enserraient le cristal de la flûte, non pas avec la légèreté distraite du fêtard qui sirote son champagne, mais avec la concentration chirurgicale de quelqu'un qui manipule un objet non identifié, jaugeant activement sa propre pression pour ne pas l'écraser ni le lâcher prématurément. Autour d'elle, la valse de Strauss saturait la salle avec la majesté des symphonies, écrites pour les espaces immenses et les événements grandioses. Des centaines de convives en robots de couture et smoking sur mesure gravitaient avec la fluidité de ceux qui ont été dressés pour évoluer dans ce biotope, les poignées de main millimétrées, le rire calibré au décibel près, l'art suprême d'être présent sans jamais être trop accessible. Elle restait figée au premier rang de la piste de danse, telle une anomalie plantée dans un tableau de maître qui n'avait jamais été conçu pour l'accueillir. Et soudain, les portes du grand salon s'ouvrirent. Le fracas précéda la moindre sommation, la détonation des doubles portes en chêne massif venant s'écraser contre les murs, la cavalcade de bottes d'intervention sur le marbre, et enfin, la voix qui trancha la valse en pleine mesure avec l'autorité écrasante de ceux qui ne demandent jamais la permission. Police judiciaire, que personne ne bouge. Sur l'estrade, l'homme qui brandissait sa coupe pour un toast morné se figea. Une pétrification absolue, non pas par soumission à l'ordre aboyé, mais frappé par cette paralysie totale qui survient lorsque le corps absorbe une onde de choc que le cerveau refuse encore de traiter. Son bronzage artificiel se délava peu à peu, comme de l'aquarelle diluée dans un verre d'eau. Son sourire carnassier s'était momifié sur son visage, arborant cette fixité morbide des expressions qui survivent à l'émotion qui les a fait naître. Ses pupilles balayèrent l'assemblée en panique. Elles la trouvèrent. Elle n'affichait pas la moindre once de haine. Elle arborait l'expression placide de celle qui vérifie si une équation tombe, juste la froide satisfaction d'un calcul mental achevé sans la moindre erreur. La sentence qu'elle s'était chuchotée à elle-même plus tôt dans la soirée, basse et dénuée d'inflexion, comme on épelle un relevé de compte uniquement pour en certifier les données. La totalité des liquidités avait été siphonnée via un fonds d'investissement en créances atypiques. Le code SWIFT du compte offshore s'achevait par XG77 à la clé USB brûlait dans son soutien-gorge. Elle avait tracé chaque putain de centime. Mais pour concevoir comment une modeste employée du service courrier a pu débarquer dans ce bal en robe de créateur avec une clé USB piégée, il nous faut redescendre dans les catacombes. Plonger là où il n'y a pas de fenêtre. Là où les néons crépitent et où le monde de la surface n'existe qu'à l'état de rumeurs lointaines, filtrant par la gaine de l'ascenseur. Le service courrier de la Banque Méridionale pourrissait dans le deuxième sous-sol du siège central, pas le sous-sol des parkings de luxe, mais le sous-sol des soutes, cet étage qui hante toutes les tours de la Défense, que personne ne visite jamais de son plein gré, mais où la machinerie lourde opère dans l'ombre. L'éclairage au néon, hérité d'une rénovation datant de 15 ans, clignotait de façon épileptique depuis septembre. Un vacillement si permanent que tous les forçats de cette geôle avaient cessé de le percevoir à l'exception d'elle. Elle avait réclamé son remplacement par email formel à 3 reprises, récoltant 2 accusés de réception automatisée et 0 intervention technique. Le cachot empestait le vieux papier macéré dans l'encre d'imprimante et les raréfiés des blocs de béton sans aération naturelle. Des gratte-ciel d'enveloppes s'élevaient. Les tampons encreurs étaient alignés par ordre décroissant de taille sur leur socle en caoutchouc. Les machines à affranchir crachaient un staccato mécanique, pas un boucan assourdissant pour les standards du monde extérieur, mais une fréquence pernicieuse qui vrillait les tympans avec une insistance qui rendait fou au fil des heures. Une boîte de bouchons d'oreilles en mousse orange trônait à côté du tiroir à trombone, car elle avait assimilé, à ses dépens, que c'était son unique rempart pour survivre. Elle s'appelait Iris. De l'or, mais on lui donnait entre 28 et 32 ans selon l'angle sous lequel on l'observait, son visage exsudait une jeunesse que ses prunelles démentaient violemment, non pas par mélancolie, mais par cette acuité glaçante propre à ceux qui scannent le monde sur une autre fréquence et qui, par conséquent, enregistrent infiniment plus de données que le commun des mortels. Sa peau, diaphane, croisait rarement les rayons du soleil, son orbite se résumait à appartement. RER, sous-sol, RER, appartement, avec des déviations qui n'incluaient jamais d'exposition solaire prolongée. Ses cheveux blonds cendrés étaient cimentés en un chignon qui ne tolérait aucune variable d'ajustement. Chaque épingle à cheveux plantés au millimètre près. L'attention calibrée pour tenir bon sans cisaille et le cuir chevelu.
car une pression excessive engendrait un inconfort lancinant qui devenait vite insoutenable. L'uniforme gris en polyester était ample par conception, elle avait exigé auprès des RH, via un courriel blindé de 3 paragraphes de justification clinique, son remplacement par du coton ou toute autre fibre naturelle, détaillant que le contact prolongé du polyester sur son épiderme déclenchait une surcharge sensorielle parasitant sa concentration. Les RH avaient répondu par un lien générique renvoyant vers le portail des avantages de la mutuelle d'entreprise. Elle avait déniché ses bouchons d'oreilles en mousse orange dans un magasin de bricolage. 3 € cotings la paire. Les montagnes de dossiers sur le bureau d'Iris étaient géométriquement parfaites. Non pas parce qu'elle avait été conditionnée pour le faire, mais parce que cette symétrie lui procurait un soulagement fonctionnel qu'aucune autre méthode ne permettait d'atteindre, et parce qu'une pile millimétrée accélérait la récupération des données. C'était du moins la justification clinique qu'elle déballait lorsque quelqu'un n'osait critiquer ses piles. Ce qui n'arrivait, pour ainsi dire, jamais, puisque personne ne descendait dans cette fosse sans motif impérieux, elle opérait en solo. Sur l'organigramme, 2 autres matricules étaient affectés au service courrier. Mais l'un avait exigé sa mutation au bout de 3 semaines de purgatoire et l'autre avait mis au point une stratégie d'absentéisme chronique tacitement avalisée par la hiérarchie. Pourquoi ? Parce que le courrier continuait d'être purgé avec une précision et une ponctualité chirurgicale. Et que personne n'avait osé demander à voix haute quel était le monstre de travail qui abattait la besogne, c'était elle. C'était toujours elle. Elle balançait imperceptiblement son buste d'avant en arrière tout en triant un métronome humain calé sur le rythme de la machine à affranchir. Un rituel d'autostimulation qu'elle avait fini par accepter comme faisant partie intégrante de son système d'exploitation. Après avoir gaspillé des années à tenter de l'éradiquer, le balancement régulait la surchauffe. La répétition chirurgicale régulait. L'alignement des piles régulait. Ce qui ne régulait rien, c'était le fracas de la porte d'entrée s'ouvrant à la volée. Les 3 assistantes de direction de la haute sphère affichaient entre 25 et 28 ans. Elles exsudaient cette arrogance écœurante des courtisanes, qui ont très vite flairé les jeux de pouvoir tacite de l'écosystème corporate et qui ont décidé de s'y greffer du bon côté. Elles descendaient au sussal épisodiquement, jamais pour bosser, uniquement pour s'adonner à ce vice toxique qui n'a pas d'intitulé officiel mais qui gangrène tous les open space, le harcèlement psychologique mondain. Celui qui flirte avec la cruauté sans jamais franchir la ligne jaune du signalement RH, elle savait pour le syndrome d'Asperger. Rien d'officiel, Iris n'avait jamais consigné son diagnostic dans le moindre formulaire médical. Ayant très tôt appris que certaines vulnérabilités forgent des préjugés qui pulvérisent des carrières avant même l'entretien d'embauche. Mais le fonctionnement d'Iris crevait les yeux de ceux qui la scrutaient avec de mauvaises intentions. Et ces 3 harpies l'avaient disséqué avec la perversité qui s'imposait. La machine à affranchir possédait une molette de volume généralement bloquée sur le cran 2, le strict nécessaire pour travailler, tolérable à travers la mousse orange. Lorsqu'une des vipères poussa la molette au maximum, la sirène qui hurla ne fut pas seulement assourdissante. Ce fut une lame de fond fréquentielle qui déchira la barrière de mousse d'une manière que le niveau 2 épargnait. Le choc sur les trapèzes d'Iris fut d'une violence inouïe, une tétanie foudroyante qui irradia de sa colonne vertébrale jusqu'à sa nuque avant même qu'elle ne puisse identifier l'origine de l'agression. Elle se recroquevilla violemment sur elle-même. Les 3 furies gloussèrent avec la satisfaction cruelle des hyènes qui viennent d'obtenir le réflexe pavlovien espéré. Et c'est là que le banquier fit son apparition dans l'encadrement de la porte. Charles-Édouard de Montfer en affichait 56 ans au compteur. Il avait cramé les 30 dernières années à sculpter le masque de prédateur qu'il portait avec tant de naturel qu'il était désormais impossible de différencier le rôle de l'homme. Son teint allait être rafraîchi mensuellement dans une clinique esthétique privée. Son rictus avait été affûté pendant des décennies pour irradier simultanément le charisme, l'autorité absolue et la condescendance écœurante de l'homme qui vous fait l'immense honneur de vous tolérer dans son champ de vision. Il jaugea la scène. Ses 3 assistantes, la machine qui hurlait à la mort. Iris, les épaules broyées par la tension, prostrée sous ses bouchons orange. Et il se mit à rire. Pas le rire gêné qui tente de désamorcer un malaise, le rire carnassier qui le légitime. Le rire qui hurle sans cracher un mot, que la curée encourait parfaitement dans l'ordre des choses. Il plongea ensuite sa main manucurée dans la poche intérieure de sa veste en cachemire pur et en tira une luxueuse enveloppe argentée, ma grande. Son timbre suintait la condescendance poisseuse du despote qui s'amuse. Comment tu t'appelles déjà ? Bref, peu importe. Il lui tendit le carton avec la morgue du seigneur qui jette un os à une chienne censée le remercier aveuglément. Tu es convié au gala d'hiver de la banque ? C'est une soirée caritative ? Nous allons récolter des fonds pour une association de
Une pause théâtrale personne handicapée. Tu seras notre invité d'honneur au titre de l'inclusion sociale. Sors ta plus belle robe de bal, hein? Attends. Son rictus s'étira jusqu'aux oreilles. C'est vrai, tu ne possèdes que cet uniforme de taulardaise, n'est-ce pas? Les assistantes étaient au bord de l'hystérie, il était évident qu'elles avaient prémédité cette embuscade. Que le banquier était descendu dans les égouts dans l'unique but d'exécuter ce numéro de cirque devant son fan club. Elle va tourner comme une putain de toupie au beau milieu de la piste de danse. S'étouffa l'une d'elles, pliée en deux de rire. Ce sera le freak show de la soirée. Iris n'avait pas daigné lever ses pupilles de sa liasse de lettres durant l'intégralité du massacre. Lorsqu'elle daigna ouvrir la bouche, sa réponse cracha avec la rigidité glaçante d'une voix de synthèse, non pas une froideur feinte. Mais l'absence totale et clinique de filtre émotionnel propre à celle qui compile une donnée brute sans s'encombrer des codes sociaux. Gala d'hiver of Dinevelance, salon royal, tenue de soirée de rigueur. Just note. La réplique fut applaudie comme la punchline ultime de leur comédie par le quatuor, un énième bog dans la matrice de cette fille détraquée qui faisait d'Iris un divertissement si savoureux. Ils désertèrent la geôle en ricanant grassement dans l'escalier, abandonnant le carton argenté sur le sommet de la pile du courrier affranchi. Dans une position géométriquement intolérable par rapport à l'alignement global. Elle recadra le carton au millimètre près. Puis son regard dévia vers le bloc-notes jaune planté à côté des recommandés. Le carnet ne comportait aucun gribouillage, jamais le moindre raturage. Iris ne dessinait pas dans le vide. Pas par rigidité militaire, mais parce que sa pensée ne se matérialisait jamais sous la forme de brouillons chaotiques. Elle se matérialisait sous forme d'architecture. Ce qui balafrait ce bloc-notes, c'étaient des colonnes vertigineuses de chiffres, consignées dans une calligraphie chirurgicale et microscopique depuis d'excellents longs mois. Le cagibi du service courrier était mitoyen de la gaine de l'ascenseur privé qui filait directement vers le Saint des Saints. Le 14e étage, la direction générale. Une aberration architecturale qu'elle avait diagnostiquée dès sa première semaine de tôle, une découverte accidentelle, due à son acuité auditive anormale qui traitait les fréquences différemment, interceptant les conciliabules feutrés de la direction avec une netteté terrifiante lors des heures creuses. Elle s'était mise à retranscrire ses écoutes. Non pas parce qu'elle nourrissait une ambition justicière, c'était simplement la réaction pavlovienne de son cerveau bombardé par des séquences numériques redondantes en qu'elle capte, il classe, il dissèque la matrice sous-jacente. Des numéros de routage, des raisons sociales de société écran, des dates de virement, des montants balancés au téléphone avec la mégalomanie aveugle de ceux qui s'imaginent que les catacombes sont sourdes. En 18 mois, les colonnes avaient proliféré. En 18 mois, le monstre financier était sorti de l'ombre. Elle ne pipait rien au cynisme mondain. Elle ne percutait pas qu'une invitation puisse être une arme d'humiliation massive, elle scannait une invitation comme une pure équation logistique. Et l'équation logistique de l'enveloppe argentée se résumait à gala d'hiver. 19h, salon royal, code vestimentaire extrême. Mais les mathématiques comptables, elle les maîtrisait avec un génie absolu que les 18 mois d'écoute illégale n'avaient fait qu'exacerber. Et elle avait déduit, avec l'exactitude d'un théorème revérifié 1000 fois, que les chiffres siphonnés par la gaine de l'ascenseur s'élevaient à une fraude monumentale de l'ordre de 340 millions d'euros. Les fonds de clients saignés à blanc pendant 4 ans via un fonds d'investissement en créance atypique. Lessivés vers des comptes dont elle avait exhumé les codes SWIFT à partir de bribes de conversation. Avec la patience d'un autiste assemblant un puzzle de 10 000 pièces que la police financière était incapable de voir. Parce qu'elle ne savait même pas que les pièces existaient. La clé USB lui avait coûté 12 € dans la papeterie du coin. La robe de bal bleu cobalt avait été exhumée dans une friperie de luxe spécialisée en tenue de soir et elle avait passé 5 minutes à palper étoffe de l'index pour en expertiser la trame. Traquant le blindage qui lui permettrait d'encaisser les heures de torture sociale sans déclencher la crise de panique qui aurait fait capoter sa concentration nucléaire. Prix KCKR 85 €. La soie étincelait sous les néons avec la physique impitoyable d'une armure tissée pour le combat. C'est difficile de croire qu'un tyran puisse s'acharner des années durant à descendre dans les sous-arts pour utiliser une employée malade comme paillasson pour son ego, n'est-ce pas? Si vous avez aussi la nausée face à ce sadisme ordinaire, écrasez le bouton like dès maintenant pour prouver que vous êtes du côté d'Iris. Ce soir-là, tandis que la valse de Strauss noyait le salon royal sous cette tempsant d'arrogance aristocratique, Iris avait déboulé à ex-9h pétante car 19h signifiait 19h00. Pas 19h10, nex 9h05, moulé dans son armure bleu cobalt, le chignon blindé. La bombe numérique insérée dans l'unique cachette corporelle jugée infaillible pour passer les contrôles.
Elle s'était plantée comme un piquet au premier rang de la piste, agrippant son champagne comme un détonateur extraterrestre, monitorant la crispation de ses phalanges. Attendant le rush, elle en avait anticipé la probabilité à 93% dans une fenêtre de tir de 40 minutes après l'ouverture des hostilités, en se basant sur la psychologie de la cible. Sur l'estrade, Charles-Édouard de Montfort en venait de lever son verre. Et les portes des enfers s'étaient ouvertes. La boutique de luxe siégeait à une adresse qui hurlait sa puissance financière, avenue Montaigne. Aucun numéro sur la façade en pierre de taille, seul le sceau de la maison de haute couture gravé à la feuille d'or sur un verre dépoli. Ce genre de sanctuaire part du principe que ses proies savent pertinemment où elles mettent les pieds et n'ont pas besoin de GPS pour dépenser des fortunes. La porte, massive, s'ouvrait sur une poignée en bronze massif. Un cerbère en costume sombre en tel intérieur, ne stagnant jamais au même endroit mais rôdant toujours pile là où il le fallait. Iris avait débarqué à pied, son uniforme en polyester grisâtre camouflé sous un vieux manteau de laine bouilli qu'elle portait 12 mois sur 12. Car le delta thermique entre le purgatoire de la banque et l'asphalte parisien était de 12 degrés. Et ce manteau restait le bouclier le plus optimal. Elle s'était figée sur le trottoir l'espace d'une minute, aucune tétanie sociale, une pure analyse balistique. La robe irradiait dans la vitrine. Elle l'avait repérée sur le catalogue en ligne lors de son repérage tactique. Avait épluché la fiche technique de l'étoffe et certifié que la broderie de Fils de Saphir, œuvre d'un atelier parisien, était incrustée sur une base de soie pure. La même soie que ses doigts avaient identifiée comme inoffensive dans la friperie obscure où elle s'était étalonnée avant de lancer son assaut. Elle franchit le seuil. Devant deux jacassés au fond de la boutique avec la désinvolture des hôtesses qui ne s'attendent pas à voir débarquer un client à pareille heure. Le silence mortuaire qui engloutit la pièce lorsqu'elles scannèrent. Iris était ce fameux blanc abyssal propre aux enseignes de luxe, dont le radar impitoyable jauge en temps réel le compte en banque de l'intrus. Le vieux manteau informe. L'ourlet en polyester gris dégueulasse. Les chaussures orthopédiques noires à velcro. L'une des cerbères s'avança, arborant ce sourire commercial carnassier qui vous crache silencieusement à la figure. Et ma pauvre dame, savez-vous au moins où vous avez atterri? Iris ne lui concéda pas l'aumône d'un contact visuel. Son index désigna la vitrine, celle-là. La vendeuse suivit le doigt accusateur. La robe de bal bleu cobalt sertie de Fils de Saphir trônait sur un mannequin. Mitraillé par des spots halogènes chirurgicaux, le joyau de la couronne, exhibé non pas pour être monnaie, mais pour écraser la concurrence et terroriser les pauvres. Cette robe est estimée à 2 millions d'euros, madame. Le ton de la vendeuse suintait cette fausse charité empoisonnée de la bourgeoise qui tente d'abréger un carnage mondain avant que la sécurité n'intervienne. Peut-être préféreriez-vous jeter un œil à notre gamme d'accessoires qui... Iris claqua sa carte sur le comptoir en marbre, aucune théâtralité. Le geste purement mécanique du codeur exécutant une ligne de commande programmée avant même d'avoir poussé la porte. Une carte de débit internationale noire, le genre de plastique lourd, en métal brossé, que les banques d'affaires n'expédient qu'aux seigneurs de guerre dont les actifs franchissent un plafond indécent. La vendeuse cligna des yeux sur la carte, puis sur le visage blafard d'Iris, puis elle échangea avec sa collègue l'un de ces regards cryptés que seuls les employés des beaux quartiers maîtrisent quand le monde marche sur la tête. Le terminal de paiement fut apporté comme un ostensoir. Iris frappa son code confidentiel avec les mêmes phalanges qui affranchissaient des milliers de courriers pour le SMIC, paiement accepté. Le pognon s'était agglutiné sur ce compte occulte au gré d'une croisade de 5 années. Initié comme un simple casse-tête mathématique avant de muter en arme de destruction massive. La banque omettait systématiquement de réclamer certains crédits d'impôt au profit de la base ouvrière une. Sous optimisation fiscale vicieuse qu'Iris avait traquée en décortiquant les liasses descendant aux archives. Elle s'était d'abord fait justice elle-même, exigeant ses arriérés et fiscaux parce que la putain d'équation l'exigeait. Puis, elle avait injecté ce pactole dans des fonds alternatifs à haut risque, dont elle avait pulvérisé les algorithmes de croissance avec la même froideur qu'elle appliquait aux colonnes de son carnet jaune. Elle avait dompté les marchés boursiers avec une prescience qu'aucun trader cocaïné de la défense n'aurait su facturer. En l'espace de 5 ans, les intérêts composés avaient enfanté un monstre. La vendeuse ensevelit l'armure de soie sous des couches de papier de soie dans un écrin frappé du logo doré, exécutant sa chorégraphie mielleuse pour rendre l'expérience d'achat inoubliable. Iris poireautait, le regard braqué vers la baie vitrée hypnotisée par le vide absolu, le masque impassible de l'androïde purgeant une barre de téléchargement. Elle embarqua la malle et redescendit dans le RER. La soirée de gala, elle fit irruption à Dixner 008. Le salon royal de l'hôtel impérial avait été privatisé pour une somme qu'Iris avait
Chiffrée de tête en scannant l'adresse sur le carton argenté, elle maîtrisait la grille tarifaire de ses palaces paroxystiques. Car les devis événementiels transitaient par sa guillotinale et son disque dur interne ne formatait jamais rien. Le temple pouvait gaver septembre sans convives et en abriter à peine 500 ce soir. L'arène avait donc été intentionnellement surdimensionnée pour injecter la mégalomanie du boss-dent. L'inconscient collectif, les lustres de cristal de baccarat piqués et Odysseus du dance floor crachaient une réfraction lumineuse. Kyris avait décodé dès le premier pas et y avait une matrice de scintillement sur le marbre obéissant à la symétrie hexagonale des pampilles de cristal. Elle avait grillé quelques secondes à calculer mentalement l'angle de réfraction avant de verrouiller ses coordonnées. GPS sur son plan de bataille premier rang. À la lisière de la piste. Ligne de mire dégagée sur le podium. L'armure de saphir répondait au doigt et à l'œil, la soie brute respectait son seuil de tolérance cutanée, et le maillage de pierres précieuses répartissait le poids avec une homogénéité militaire, annihilant les frictions asymétriques qui lui auraient déclenché une crise d'apoplexie. Elle s'était accordée 20 minutes d'étalonnage, le temps que sa chair dompte le frottement, le lest et la trajectoire de l'étoffe à chaque foulée. La faune de milliardaires s'était instinctivement écartée d'elle, recréant ce cordon sanitaire que les pestiférés génèrent à leur insu dans les rassemblements mondains par un boycott agressif. Juste le répulsif d'une entité qui refuse de jouer au jeu des sourires carnassiers et des connivences frelatées. Elle avait ignoré 2 commentaires condescendants fusant dans son dos, ayant flashé qu'il s'agissait de questions purement rhétoriques n'attendant aucune réponse factuelle. Elle avait capté les messes basses, le robot de la paperasse, la tarée du cachot. Des variables parasites classées sans suite, n'impactant en rien l'algorithme d'exécution. L'orchestre symphonique venait d'abattre sa 4e valse lorsque Charles-Édouard de Montferrand s'empara du podium avec cette aisance écœurante des dieux de l'Olympe ou de ceux qui ont assez menti pour s'en persuader. Le pied du micro fut ajusté à sa taille par un sous-fifre dressé à anticiper le moindre de ses caprices. Le tyran balaya son chetel du regard, arborant le sourire artificiel qu'il affûtait depuis 3 décennies. Avant de lever nos vers ce soir, claironna-t-il avec le paternalisme de l'empereur jetant des pièces à la plèbe, je tiens à vous présenter une invitée d'exception. Ses prunelles reptiliennes accrochèrent Iris au premier rang. Notre très cher Baume. Un rictus fielleux fendit sa gueule. Notre préposé au tri des poubelles. Viens nous rejoindre sous les projecteurs, ma grande. Ces traquenards sociaux obéissent à un protocole subliminal. Iris en avait disséqué la mécanique dans une revue de sociologie d'entreprise traitant de la toxicité managériale. Quand le prédateur alpha vous convoque sur l'échafaud en mondovision, l'insubordination déclenche des représailles qui torpillent l'objectif final. Elle avait estimé les risques à la seconde près et avait gravi les marches. L'agression rétinienne des poursuites halogènes la percuta. Un calibrage oculaire s'imposa, elle inclina le menton de 5 degrés vers le parquet pour brider le flux lumineux jusqu'à ce que ses pupilles accusent le coup. Mesdames et messieurs, le bagou de Chartres foudroyait les enceintes gavées de cette fausse bonhomie de l'animateur télé qui offre un monstre en pâture. Voici la preuve incarnée de notre politique d'inclusion bancaire, admirez cette magnifique dissonance cognitive en direct. Une pause étudiée pour laisser éclater la salve de gloussement qu'elle avait anticipée. Au fait, ma grande, tu sais au moins danser la valse? Ou ton disque dur ne sait digérer que les kbars et les coups de tampon? Le gratin s'esclaffa avec cette lâcheté collective qui n'explose que lorsque le despote donne le signal de la curée. Pas une hilarité authentique, le ricanement putride des esclaves qui se sentent obligés d'aboyer avec le maître de la meute. Les flashs des smartphones commencèrent à crépiter. Elle archiva la stat 70% du chetel visible depuis l'estrade venait de dégainer son téléphone pour l'immortaliser, elle était filmée sous tous les angles. Iris fixe à ses chaussures. Ses poings de part et d'autre de ses hanches, les phalanges blanchies pas de fureur, une pure contention de la surchauffe. Son buste initia le Mike Salvateur. Pas une faiblesse, ni un tic de névrosé. Mais la soupape de décompression d'urgence de son système neurologique pour empêcher le disjoncteur de sauter sous le feu nourrite et je ne danse pas. Son timbre fusa avec l'habituelle froideur du greffier informatif, sans la moindre palpitation, dépouillé de la terreur qui aurait fait bégayer n'importe qui d'autre, je calcule. Charles-Édouard dévora la foule des yeux, savourant le cadeau empoisonné qu'on venait de lui servir sur un plateau. « Tu calcules » aboya-t-il dans le micro, étirant les syllabes pour faire jouir son public. « Tu calcules le nombre de fous rires que tu nous offres ce soir. » Il mima son balancement autistique en accentuant grossièrement le roulis de ses épaules. Et la salle d'apparat rugit d'une houle de rire si féroce qu'elle couvrit la mélodie que l'orchestre tentait de reprendre en fond sonore. Mais c'est impayable. L'hilarité redoubla. Le mur de smartphone se densifia.
Ils ont ri d'elle parce qu'elle était la cinglée du sous-sol. S'ils avaient su qu'elle était le seul putain de cerveau capable de décrypter l'équation qui allait les envoyer en prison. Si vous vomissez les tyrans qui humilient les plus faibles par pur sadisme, écrasez ce bouton like maintenant pour hurler que vous êtes l'armée d'Iris. Iris s'enracina sur l'estrade 4 secondes supplémentaires. Respectant à la lettre le protocole de repli tactique, la littérature scientifique stipulait que fuir instantanément après un lynchage public validait la narration de la soumission honteuse, tandis qu'un maintien en position imposait une image de défiance stoïque. Elle redescendit les 3 marches de l'échafaud avec la même raideur cadavérique qu'à la montée. Elle réintégra sa ligne de front. Elle recalibra les taux de ses doigts sur la flûte de champagne. Et elle resta plantée pile sur ses marques géospatiales, couloir de tir dégagé sur l'estrade. Axe de visibilité optimale croisant les caméras de la presse et le portique principal. L'épicentre d'où elle savait, à 93% de certitude mathématique, que les escadrons d'assaut allaient débarquer. La clé USB brûlait son sein, l'équation était infaillible. Elle attendait la foudre. Le toast ne fut jamais porté. La coupe lévitait en plein vol de cristal de baccarat irradiant. Les bulles du mouet et chandons filant en file indienne sous les lois de la thermodynamique des fluides. Le bras du PDG tendu vers les cieux dans la posture répétée 1000 fois face au miroir de sa loge. Le cabotinage exigeant toujours une chorégraphie mortelle quand l'onde de choc les percuta. Ce ne fut pas le fracas des portes qui frappa le premier. Ce fut le silence de plomb qui le devança. Il existe une faille temporelle qui précède les apocalypses, une fraction de seconde où l'atmosphère se cryogénise, où la pression barométrique chute violemment avant même que la tornade ne crève le champ de vision. L'orchestre venait d'achever une mesure, et dans ce silence de transition, entre l'inspiration et l'expiration de la partition, les portes titanesques du salon royal furent violées, elles ne s'ouvrirent pas. Elles furent désintégrées. L'impact des battants en chaîne massif contre les fresques murales cracha une détonation incongrue pour l'acoustique de la salle de Brutmet, d'une force de frappe qui ne vient pas pour négocier et qui exige, par conséquent, ce contre-fou de frapper avant d'entrer. Le commando s'engouffra en formation d'assaut en épi. Un quadrillage tactique qu'Iris identifia en un quart de seconde comme un bouclier de confinement. Périmétrique, elle avait potassé les manuels d'intervention de l'OS et LCIFF dans une note de service confidentielle. Descendue par erreur aux archives 2 ans plus tôt, elle l'avait lu. Elle l'avait gravé dans sa mémoire. Le chef de la meute était un quadrataillé à la serpe, dont la stature hurlait qu'il avait gagné ses galons sur le terrain et non dans les cocktails mondains. Ce qui le rendait infiniment plus indéchiffrable que les pantins galonnés qu'Iris avait profilés dans les documentaires d'investigation. Mesdames et messieurs, Son Timblé s'est passé à des mégaponés calibrés pour écraser les foules sans jamais avoir recours à l'amplification artificielle. Ceci est une opération de perquisition et de saisie diligentée pour blanchiment d'argent en bande organisée, fraude fiscale et évasion de capitaux. Personne ne quitte cette putain de salle sans décliner son identité. L'orchestre fut fauché en plein vol. Pas de décrescendo romantique, le premier violon Stopan est au milieu d'un coup d'archet. Et le reste des cuivres s'étrangla dans une cacophonie d'automates débranchés de force. Ayant besoin d'une seconde de latence pour comprendre que la matrice venait d'être bootée. Le silence abyssal qui suivit fut celui de 500 cerveaux de la haute finance processant simultanément le naufrage d'un Titanic qu'aucun d'entre eux n'avait vu venir sur ses radars de gestion des risques. Et le silence céda la place à la curée. La débandade n'avait rien de la panique de la plèbe dans les films de série B, pas de cris d'orfraie, pas de stampede vers les issues de secours. C'était la panique clinique des Hollande. Beaucoup trop de millions à perdre et qui ont été formatés pour activer le mode gestion de crise même sous le feu ennemi. Un abab en smoking nuit tentait d'arracher furtivement une Rolex de son poignet, cherchant frénétiquement un trou de souris pour planquer la pièce à conviction. Une bourgeoise engoncée dans un fourreur avait éventré sa pochette de soirée. Le regard halluciné de la complice calculant ce qui pouvait être blanchi et ce qui allait la faire plonger. Les téléphones furent arrachés des poches pas pour filmer le massacre. Pour hurler aux avocats, et ce fut l'instant exact où des dizaines d'hommes de pouvoir percutèrent, tout en même temps, que l'écran affichait aucun service, réalisant que cette panne générale n'avait rien d'un hasard. Le brouilleur d'ondes de la brigade financière saturait toutes les fréquences télécom civiles. Iris avait décortiqué les spécifications de cet engin de guerre dans la même liasse technique. La probabilité de son activation s'élevait à 99%. Charles-Édouard de Montferrand n'avait rabaissé sa coupe. La scène se déroula au ralenti dans le cortex d'Iris, pas le ralenti cinématographique, mais la dilatation temporelle d'un cerveau qui filme en 12 000 images par seconde. Son bras retomba comme une masse morte.
Le cristal de la flûte percuta le pupitre dans un tintement étouffé par la clameur de la meute, mais qui Iris enregistra visuellement en décryptant la résonance sismique du verre. C'est là que le prédateur prit la fuite. Il ne s'avança pas vers le bord de la Seine, faire cela micro avec l'arrogance du capitaine qui assume le naufrage, il bifurqua vers le flanc droit du podium, slalomant vers les paires rideaux de velours qui masquaient l'accès de service menant aux cuisines. Une reptation pathétique qui se voulait furtive. Ce qui est l'antithèse absolue de la furtivité quand l'endroit grouille de flics d'élite dont la seule mission de la soirée consistait à ne pas le lâcher des yeux. Il s'enfonça dans les coulisses de service. Il dévala les cuisines avec l'urgence dure appris au piège qui improvise un plan de fuite fantasmé mais jamais chronométré frôlant les plans de travail en inox. Bousculant des commis statufiés par la descente de police, esquivant la chambre froide. Jusqu'à percuter la porte coupe-view qui recrachait dans la ruelle borgne-bord dans le palace. Les deux flics en faction l'attendaient patiemment. Il n'avait pas bloqué son sprint. Il lui avait offert le luxe inouï de toucher au but. De plaquer ses mains transpirantes sur la barre anti-panique. D'entendre le pen céder, de se prendre en pleine face l'air glacé et humide de la nuit d'hiver parisienne. De jouir d'un quart de seconde de liberté frelatée avant de s'encastrer dans deux visages de marbre. Deux canons de SI gesso et braqués sur son crâne. Et la posture martiale de chasseur qui ne campe pas devant une sortie de secours par pur hasard. Mais parce que l'ordre de l'abattre la leur avait été faxé avant même le déploiement, vous n'avez aucune idée de qui vous braquez. Le timbre du banquier, sevré de son micro, s'était mué en un couinement pathétique. Dépouillé de la réverbération du pouvoir, la voix du maître du monde n'était plus qu'une fréquence misérable de nabolache. J'ai bâti ce foutu pays, c'est une erreur magistrale. Les deux flics restèrent de marbre mi-brutal. Pivot fuck. Retour à l'envoyeur. Dans le bal de l'apocalypse. Pendant que les officiers de police judiciaire ratissaient l'identité des pleureuses et que les baveux de la défense. Joint in extremivia les téléphones fixes du palace qui échappaient au brouilleur. Hurlait dans les combinets une silhouette naviguait à canclin du troupeau. Elle ne piquait pas de sprint. Elle n'était pas tétanisée. Elle marchait. L'allure d'Iris découpant la salle jurait sauvagement avec le chaos ambiant non pas par sa vitesse, mais par la linéarité chirurgicale de sa trajectoire, perçant la mer de VIP en déroute avec la préscience d'un drone qui calcule le vecteur d'esquive avant même l'obstacle Zero Collision Gra. Citation. L'exécution froide et martiale d'un algorithme traçant la ligne la plus courte entre un point A et un point B. Le commissaire divisionnaire tenait sa position près d'un gâteau factice monumental à 5 étages. Commandé pour flatter l'ego du patron et désormais encerclé par l'escouade d'investigation financière. Il avait piloté la percée, verrouillé le filet, et venait de valider par oreillette l'interpellation du fugitif à l'arrière-cour. Il dépouillait les premières pièces à conviction saisies quand la femme moulée dans sa soie bleu saphir s'immobilisa à exactement 1,50 m de ses rangers. Madame. L'aboiement fut glacial et automatique, le protocole standard du flic en pleine opération qui stoppe net tout civil non identifié sortant du rang, veuillez reculer. Nous sommes en pleine opération judiciaire. Iris ne dévia pas ses pupilles d'1 millimètre. Sa main plongea dans le décolleté de sa robe dans l'interstice brûlant entre l'étoffe de luxe et sa propre chair. L'unique faille spéciale qu'elle avait cartographiée comme indétectable par les portiques de sécurité. Car la robe ne comportait aucune armature métallique. Elle n'avait d'ailleurs pas subi la fouille au corps. Son laissez-passer argenté l'ayant propulsé directement en salle VIP, la clé USB était dérisoire. Un misérable bout de plastique noir et mat, acheté 12 balles à l'épicerie du coin, l'emballage blister traînait dans le bac de tri sélectif de son studio. Éventré avec les ciseaux de bureau empruntés dans le tiroir de gauche de son cachot. Elle l'attendit au bout de son bras. Voici le décodage comptable exact et intégral du réseau. Sa voix se déroula avec la monotonie clinique d'un serveur recrachant un fichier système purgé de toute urgence dramatique. L'attention de l'urgence avait été consumée jusqu'à la lie au cours des 18 mois de gestation du monstre qu'elle offrait. Grand livre auxiliaire crypté en B18, compte synthétique actif circule en X3 et passif dissimulé I9. Le jargon vola avec la lame d'un scalpel. Elle ne se contentait pas de réciter un glossaire. Elle connaissait l'ADN de l'architecture corrompue qui avait été érigée pour blanchir et qu'elle avait rétro-engineeré de A à Z. La triangulation transite par la succursale du Liechtenstein, compte de dépôt 447 G8832, entité Orion Holding. L'ayant droit économique et la crevure en smoking gris perle qui tente. En ce moment même de se faire, la malpare la lucarne des chiottes du personnel. Le regard du commissaire fut violemment happé en direction des commodités des hommes. Un flic du raid vert où y est déjà la zone.
La soustraction de 2,8 milliards d'euros a été maquillée en honoraires de conseil artistique. Elle continue à sa litanie mortelle sans baisser le tempo, sans le moindre effet de manche, les data étaient les data. Elle n'avait pas besoin de la mise en scène de la mafia pour exister. C'est un crime caractérisé contre le système financier français, réprimé par le code pénal et le code monétaire et financier. Peine incompressible cumulée, 28 ans de réclusion criminelle. Le bout de plastique continuait de léviter au bout de ses doigts. Le flic l'observa. Fixa le visage de marbre, fixa la guette. Plongea de nouveau dans ses yeux et cette fois, il capta ce que l'adrénaline lui avait fait rater au premier round. La pureté terrifiante de la focalisation d'iris frontale dépourvue de la fuite latérale des menteurs sous pression. Une absence de clignement de paupières. L'attention des membres d'un esprit supérieur qui avait traversé les abysses et s'était farci des nuits d'insomnie pour ne vivre que ce putain de face-à-face où le carnet jaune allait enfin trouver son bourreau. Il a pas la clé USB-C, sa poigne trembla très légèrement. Comment en avez-vous, balbutia-t-il, pris de court? Iris toisa l'arme numérique entre les doigts caleux du divisionnaire. Puis son regard glissa vers le podium déserté, où la flûte du magnat déchu pendait dangereusement au bord de la corniche. Le champagne tiède relâchant ses ultimes bulles dans l'indifférence générale. Je travaille à 10 cm de la gaine de l'ascenseur privé. La sentence tomba avec l'aridité des aveux totaux qui passent pour des énigmes. Le son fuite, j'écoute. Je note une pause d'une seconde, chronométrée. J'ai piraté leur vie avec un crayon pendant 18 mois. Une question hurlait silencieusement dans le regard du flic. La Zempitenel pourquoi n'avez-vous pas donné l'alerte plus tôt qu'Yves? Une variable qu'elle avait modélisée et pour laquelle sa parade était préprogrammée, non pas parce qu'elle goûtait au sous-entendu, mais parce que l'efficacité imposait de parer les coups avant qu'ils ne soient portés. Le service des réclamations du groupe a classé mon alerte en 4 lignes. Trancha-t-elle? Alors j'ai dû patienter jusqu'à trouver le niveau d'autorité habilité à les faire tomber. Le flic scruta le morceau de plastique une dernière fois avec la révérence d'un démineur avant de l'enterrer dans la poche de son gilet tactique, conscient qu'il venait de braquer la pierre de rosette du plus grand scandale financier de la décennie. Il ouvrit la bouche pour rétorquer, mais l'oreillette le court-circuita. La voix métallique d'un lieutenant confirmait le verrouillage des toilettes. Fenêtre de repli barricadée. Le principal suspect était ferré. Charles-Édouard de Montferrand avait effectivement tenté de se faufiler par les chiottes. La lucarne d'étoile et Tom du Palace donnait sur l'exacte même ruelle borgne que les issues de la cuisine. Iris avait déchiffré les plans d'architecte du bâtiment sur un bail commercial renouvelé descendu par inadvertance au service courrier en mars de l'année précédente. 2 flics bloquaient également cette chatière. Elle avait estimé la probabilité de cette tentative d'évasion de lâche à 60%, elle l'avait balancée au commissaire. Par un email anonyme expédié 48 heures avant leur hache sur le serveur institutionnel de l'OCLCIFF déniché sur le portail du gouvernement. Mappant le bâtiment avec l'emplacement des 3 exutoires et la probabilité d'usage décroissante pour chacun, l'email avait été réceptionné et acté par un analyste de permanence. La souricière était étanche. Je vous regarde droit dans les yeux, maintenant it's à la place d'Iris. Après avoir crevé dans les catacombes pendant 18 mois à noter leur fraude. Après vous être fait traîner dans la boue sur une estrade devant le Gotha pendant que la bombe nucléaire dormait dans votre soutien-gorge. Auriez-vous eu le cran d'attendre la foudre sans craquer? Ou auriez-vous fait péter le système avant? Dites-moi tout dans les commentaires, je veux savoir de quoi vous êtes capable. Dans les ruines du bal, la pièce montée à 5 étages de pâte à sucre trônait comme une épave absurde. Les pampilles des lustres de baccarat continuaient de frémir avec la froideur cynique de l'opulence, qui se contrefout du massacre humain qui se joue à ses pieds. L'orchestre avait rangé ses Stradivarius avec les gestes lobotomisés de musiciens de chambre réduits au chômage technique. Iris avait repris ses marques au bord du dance floor. Elle avait réajusté son emprise sur la flûte en cristal de Bohème toujours plantée dans sa main. Et elle était restée muette, affichant le masque funéraire de la mathématicienne qui a posé son théorème. Crash testait les résultats et constatait que tout tombait putain de juste. Ce thriller dur et elle nous cracha la gueule que l'esprit invisible que la société en terre vivante est souvent le seul putain de scanner. Un rayon 10e capable de voir l'invisible que l'anomalie que les prédateurs utilisent pour se marrer à la faille sismique qui, dans l'ombre des égouts, accumule 18 mois d'armes de destruction massive qu'aucun cabinet d'avocats à 2000 heures ne pourra jamais désamorcer. Si vous kiffez les guerres où les opprimés font sauter le trône de l'arrogance, abonnez-vous et activez le réveil. La connaissance est la seule putain de forteresse inviolable. Rendez-vous dans les commentaires pour la prochaine exécution.
Pour comprendre le génome de ce bout de plastique noir, il faut plonger dans la matrice de l'esprit qui l'a engendré. Pas de la peau et zi de pacotille, anatomiquement parlant. Pendant que le logiciel d'extraction de la cybercriminalité siphonnait les tripes du gadget à 12 balles acheté chez le marchand de journaux, l'histoire encryptée sur ces puces n'était pas un simple dôme de fichiers, c'était la cathédrale algorithmique du tri. L'ossature d'une pensée monstrueuse. Un niveau d'architecture qu'on ne peut atteindre que lorsque l'outil d'investigation n'est pas un script informatique. Mais un cerveau surdoué, il faut rembobiner de 18 mois. M et plus loin. Il faut remonter à la seconde où le tout premier bordereau fut broyé par les phalanges d'Iris dans les bossefances de la banque. Méridio n'a pas la première pièce du puzzle criminel, non, la toute première lettre de son existence dans cette boîte. Ce premier matin où elle avait débarqué, engoncée dans sa laine, ses chaussures orthopédiques. Ses bouchons orange fluentous et avaient été briefés en 6 misérables minutes par un sous-chef qui s'était, empressé de fuir retrouver l'oxygène climatisé des étages supérieurs. Iris avait fixé la table de travail. Les monticules de lettres, les tampons d'encreur, la franchisseuse industrielle. Et elle avait attaqué la bête. Ce que le clampin de chef ignore et ce que toute l'entreprise ignorait. Parce que la fondation d'aide à l'emploi qu'il avait placée n'avait transmis que le CV caviardé par Iris elle-même, omettant l'entièreté de son palmarès universitaire. C'était que chaque foutu morceau de papier effleuré par ses doigts n'était pas scanné par la main. Il était dévoré, décrypté et archivé par l'intégralité de son cortex. La mémoire eidétique est un concept que la neurologie manipule avec des pincettes. Tant Hollywood l'a transformé en soi grotesque mais dans le système d'exploitation d'Iris. Cela se traduisait par le fait qu'un numéro de compte flashé sur un listing d'ordinateur restait gravé dans la roche de son hippocampe des semaines plus tard. Avec une résolution absolue, sans le moindre bruit de fond. Sans l'érosion parasitaire qui ronge la mémoire des simples mortels. Ça ne lui demandait aucun effort. C'était la conséquence inévitable de l'acte de lire. Elle lisait absolument tout ce qui vomissait du voyage du courrier. Pas par un voyeurisme morbide, par nécessité métabolique. Son encéphale était dépourvu de ce filtre de pertinence que l'humain moyen télécharge pour éviter de sombrer dans la folie face au bombardement de données du monde moderne. Chaque pixel qui l'a frappé était traité avec une gravité maximale. IBAN de transfert interbancaire, quotité de virement SWIFT institutionnel, raison sociale de société écran. Figurant sur des actes disparates avec une occurrence statistiquement invraisemblable pour des obscurs. Cabinet de conseil dépourvu de BIS vérifiable sur les registres du commerce. La matrice des corrélations s'était allumée au 3e mois de tôle. Ce ne fut pas le verdict final du juge, juste le signal d'alarme du radar. La même constellation d'acronymes corporatifs infestait des flux contradictoires avec une fréquence que la théorie des probabilités ne pouvait absoudre. Elle avait commencé à ancrer son bloc jaune, non pas dans un délire de justicière masqué, mais parce que son cerveau malade était programmé pour classifier tout motif mathématique inachevé qu'on lui balançait à la gueule. Au bout d'1 an et demi, le Rubik cube criminel était résolu. Et dans l'ombre du grand œuvre, non pas un plan machiavélique, mais le prolongement inévitable de détenir la bombe nucléaire, elle avait commencé les frappes chirurgicales. Le serveur fantôme sur le Darknet avait été monté un dimanche à feuilles pluvieux. Elle avait absorbé les tutoriels de cryptographie sur un forum de Black Ops pendant 168 heures avant d'implémenter les lignes de code. Ce n'était pas du piratage de haut vol, c'était le détournement ninja des protocoles du réseau Tor. Une infrastructure existante que n'importe quel initié pouvait dompter s'il possédait la puissance de calcul crânienne adéquate. Iris avait bouffé de la physique numérique à Polytechnique pendant 4 ans. Jusqu'à ce que son doctorat ne s'écrase contre le mur de l'institution. Pas à cause de l'exigence du programme. Jamais, mais à cause de la tyrannie sociale des colloques universitaires. Des soutenances publiques et de l'injonction mortifère qui exigeait qu'une mutante dotée d'un QI de 178 se soumette au rituel mondain des dîners de cons que ce même QI ne tolère pas. Elle avait démissionné du programme de thèse par un email brutal de 2 lignes. Elle avait déniché cette offre d'emploi dégradante via l'association d'insertion un samedi matin. Le synopsis sur les tâches aliénantes, écosystème confinaire, 0 exigence relationnelle. Elle avait postulé dans la seconde. La banque de requins l'avait embauchée en s'imaginant faire une BA. Ignorant qu'elle venait d'importer le cheval de Troie le plus dévastateur de l'histoire du CAC 40. Ignorant que la fusion radioactive entre une mémoire photographique implacable, un radar à anomalie financière hype et une gaine d'ascenseur transformée en caisse de résonance,
était l'unique équation capable de désintégrer leur cartel mafieux monté dans l'impunité de la délinquance en col blanc. Le pseudonyme Artemis avait balancé sa première torpille fragmentée à l'unité de renseignement de Tracfin. 6 mois avant le naufrage du gala d'hiver. L'ogive avait été réceptionné par un inspecteur des impôts pugnace, qui avait mis 3 jours à réaliser que ce puzzle comptable expédié via PGP sur boîte mais l'intraçable était l'exacte pièce manquante d'un puzzle que sa propre task force n'arrivait pas à emboîter. La cryptographie financière du cartel était si dantesque que les logiciels antifraude de Bercy ne reniflaient même pas la fumée de la poudre. Artemis l'avait senti à 10 km. Elle avait lâché le reste des ogives comme sur un semestre. Chaque missile ciblé, largué avec le timing létal pour éclairer la frappe précédente à la lumière de la suivante. Ce n'était pas une décharge de serveurs sauvages, c'était une masterclass de pédagogie. La cartographie militaire m'en organisait d'une forteresse. Livrée à des flics armés de béliers mais dénués de plans de l'architecte. C'est ce que le commissaire divisionnaire avait craché à la gueule de Charles de Montferrand dans le couloir glacial menant aux portes de l'hôtel. Pas un interrogatoire pour le faire avouer, non, un tir de précision à bout portant. La confession cruelle qu'on balance au condamné quand le dossier est tellement bétonné que son silence ne sert plus à rien. Juste pour le plaisir sadique de lui laisser mesurer l'immensité de sa connerie. Le nabab avait encaissé le mythe d'Artémis. Il avait bu le calice des 6 mois d'Hommel. Il avait appris que les faux fils de Bercy s'étaient cassés les dents pendant un trimestre pour remonter l'adresse IP. Crevant sur un putain de nœud de sortie du dark web qui menait droit dans les limbes numériques. Il avait dévisagé Iris, la pestifère, et qu'il avait singé sur un podium face à 500 parrains de la finance. L'esclave des timbres-postes. Le cafard des catacombes. La Libye sociétale, la tarée inadaptée dont le processeur ne pouvait recracher que des dates et des codes barres. Il existe un phénomène d'implosion neuronale quand vous voyez le monstre que vous avez écrasé toute votre vie révéler son vrai visage, un reset qui fracasse le corps avant d'atteindre le cerveau. Comme la lentille d'un télescope qui corrige sa mise au point et révèle soudain que l'astéroïde inoffensif était en réalité l'étoile de la mort. Vous. Le mot s'était fracassé dans sa gorge, dénué de son arrogance sonorisée, avec la détresse du cadavre qui parle avant de rendre son dernier souffle. Vous ne comprenez rien à rien. Et dans l'hystérie aveugle du fauve acculé dans une cage sans issue, vous êtes une attardée mentale. Comment en avez-vous fait ça? Iris avait sondé la coupe de champagne. Pas, Louis. L'élixir de prix, l'évaporation pitoyable des bulles crevant la surface. Le dioxyde de carbone s'exfiltrant sous les lois inviolables de la dépressurisation. Le nectar virant à la couleur rance de la pisse froide quand il outrepasse sa température de dégustation requise. Elle décortiqua le liquide pendant un moment d'éternité avec le détachement de la scientifique observant une culture de bactéries. Puis elle le mitrailla de ses yeux. Pour la toute première fois de la soirée, l'accrochage visuel fut total, fini la fuite autistique, fini le radar périphérique. La collision foudroyante de 2 paires d'yeux, l'une au sommet de son artillerie, l'autre tentant désespérément de s'agripper au vide pour ne pas chuter dans les abysses. Je ne comprends rien aux blagues. Sa diction glaçante de greffière tomba comme un couperet clinique, sans appel, désossé de la moindre scorie émotionnelle. Mais cette absence vertigineuse d'humanité était plus destructrice que n'importe quelle sentence moralisatrice. Ni à l'ironie mondaine, mais je comprends les chiffres. Ils ne mentent jamais. Un silence de cathédrale calculé au 10e de seconde pour que la bombe atomique qui suivait lui explose en pleine face. Vous avez menti avec les chiffres, ont recraché la vérité? C'est une équation très basique. Le bataillon du Reds se remit en marche. Charles-Édouard fut traîné dans les coursives, enchaîné dans son smoking de grand seigneur. L'artificialité de son bronzage et la mascarade de ses 30 années de supercherie se liquéfiant en direct. L'empereur indéboulonnable n'était plus qu'un paquet de viande qu'on charriait vers les geôles. Sous l'œil indifférent des prismes de cristal de baccarat qui continuaient de refléter le néant, Iris s'enracina sur place. Elle foudroya sa coupe de champagne une ultime fois. Elle balança le nectar vierge sur le premier guéridon venu, le geste fonctionnel et froid du robot qui se déleste d'un outil ayant rempli sa mission et dont le poids mort encombre désormais le système. Est LTA, na spectral, au cœur du palace qui se vidait avec la lourdeur d'un procès-verbal flic entassant les disques durs. Élite purgée au camp Goods après fouille corporelle. Le gâteau monumental moisissait au centre d'un dense floor désert que personne n'avait foulé de la nuit. L'armure de soie bleu saphir étincelait toujours sous les projecteurs, son buste entama le balancement salvateur. D'avant en arrière, d'arrière en avant, le métronome de la survie. La cadence qui avait scellé sa résilience lors de chaque nuit blanche sur le carnet jaune.
À chaque algorithme encrypté vers l'APJ. À chaque fragment de la bombe à retardement. Usinée avec le sang-froid d'une intellectuelle qui méprisait les raccourcis parce qu'elle voyait clair. Dans la chaos n'ayant besoin que de temps, de probabilités statistiques et d'un tuyau de ventilation merdique sans aucune isolation phonique. L'équation y ont été résolue. Le fourgon cellulaire blindé barrait l'entrée impériale du palace avec la brutalité obscène de l'État qui écrase les trottoirs sans s'excuser. La meute journalistique avait rappliqué. Pas les grette-papis de la rubrique mondaine, ceux-là s'étaient pointés plus tôt avec leur laissez-passer. VIP pour cirer les pompes de l'élite. La horde qui bavait sur le bitume désormais était celle des limiers de l'investigation criminelle. Rameuté par l'appel silencieux d'un lanceur d'alerte dans les rangs de la police qui avait fait fuite et qu'un tsunami financier allait égorger la République ce soir-là. Les caméras braquaient, les perches micros s'entrecroisaient, les halos blancs stroboscopiques déchiraient la nuit. Ce genre de lumière de morgue qui transforme la moindre trogne de riche en gueule de repris de justice pour le journal de 20 heures. Charles-Édouard de Montfort en fut vomi par le tambour de l'hôtel, encadré de 2 mollos sans gilet lourd. Le smoking de gala était ravagé pas lacéré dans un film de baston, mais tordu par les spasmes pitoyables de la terreur. Exu dans l'effondrement psychologique d'un homme qui a macéré pendant 60 minutes dans son propre jus de mortier. Son nœud papillon pendait, ridicule. Le maquillage juvé qui sublimait sa gueule de plébéi sous l'éclairage feutré révélait maintenant. Sous les flashs impitoyables des paparazzi, une teinte cadavérique et artificielle crachant l'usurpation. Le menton du monarque tentait misérablement de rester haut. L'ultime spasme d'arrogance survivant au naufrage, le réflexe pavlovien de 30 années de dressage. Où le masque de téflon tient encore debout alors que l'âme a déjà chié dans son froc. Ses yeux fuyaient vers les objectifs, non pas pour plaider l'innocence, mais par pur vice d'addiction. 30 piges de copinage médiatique l'avaient conditionné. Et son cortex en miettes refusait de percuter que ces mêmes flashs l'envoyaient désormais à l'échafaud. Les rotatives du lendemain matin titreraient dans un bain de sang que seule la presse canaille maîtrise. Le roi de l'élite foudroyé par la reine des sous-sols. La luxueuse forteresse fut placée sous scellé le soir même la guillotine des saisies pénales. Préventive sur les délits de fraude fiscale massive ne patiente jamais pour la sentence d'un juge. La flotte de limousines fut raflée par les dépanneuses de l'État. Le super yacht fut enchaîné sur les quais par ordonnance numérique signée avant même que le coq ne chante. La collection d'art 12 toiles de maître, cotée en bourse à des tarifs que les déclarations fiscales n'avaient jamais recrachés, fut profanée par les experts de la douane. Gantés de coton blanc, traquant chaque grain de poussière avec le cynisme méticuleux de ceux qui savent qu'une enchère de l'État rapporte plus quand on ne précipite pas les stockades. Tout devait être bradé pour éponger l'ardoise auprès du trésor public. Le gouffre s'élevait à 2,8 milliards. Iris avait pondéré cette abomination fiscale un an et demi plus tôt avec une marge d'erreur inférieure à la poussière de 3%. Elle avait testé la solvabilité du CAS avec 3 matrices de calcul différentes, car dans son monde, l'excellence de la précision n'était pas la ligne d'arrivée, c'était le socle minimal pour engager le feu. Dans la salle d'apparat, les larbins enivrés empilaient les assiettes souillées. La besogne des ombres invisibles qui vient purger les restes des orgies capitalistes, le gommage des vestiges. Le lavage à grande eau pour que le théâtre puisse rouvrir ses portes vierges de ses crimes de la veille. Les nappes arrachées, les flûtes charriées dans la vaisselle. Le gâteau pharaonique à 5 étages évacué vers le néant de la plongeoue des bennes à ordures, sans avoir pu empiffrer le moindre parasite présent dans cette arène. Iris n'avait pas bougé d'1 millimètre de sa position de sniper. Première loge au bord du vide. Ligne de mire figée sur le podium désormais fantôme, le micro arrachait, le tyran menottait. Et cette coupe de mouet échouée sur la corniche qu'un serveur désabusé avait emporté 40 minutes plus tôt pour la noyer au fond de son chariot avec l'indifférence cruelle des objets morts. Elle serrait toujours la sienne à s'en faire blanchir les jointures. Le breuvage avait depuis des lustres quitté sa température de conservation vitale, stagnant à l'ambiance écœurante du palace post-perquisition. Tiédissant à vue d'œil sous la touffeur d'un été indien en plein cauchemar d'hiver. Le rythme cardiaque des bulles s'essoufflait, pourtant. L'algorithme des bulles refusait de s'éteindre. L'ascension frénétique des noyaux de gaz libérés par le choc contre le cristal de la flûte opérait selon des lois physiques. Intouchable, crachant à la face du désastre alentour. Elle avait crypté cette structure pendant une éternité. La perfection mathématique de ces grappes de gaz l'hypnotisait pas de chaos, mais des sillons parfaitement tracés par les failles microscopiques du verre agissant comme incubateur. Chaque bulle jaillissant sur la même courbe prédictive de Bernoulli, si l'on daignait appliquer l'équation. Elle brandit le calice vers la voûte.
Il n'y avait plus le moindre salopard à griller. Ce bug d'exécution avait été anticipé par son radar bien avant d'avoir passé le vestiaire. Probabilité du toast solitaire calculée à 86%. Ratio pondéré par les grilles temporelles de l'OCLCIFF dans le rapatriement des gros bonnets et le tamisage systématique de chaque putain d'invité avant remise en liberté. Elle absorba une infime gorgée. L'assaut de l'effervescence la gifla bien avant la molécule d'alcool, le gaz perçant sa langue. Et son palais en une surcharge sensorielle et tactile qui fit vriller ses neurones dans le rouge critique des stimuli insupportables. Le nectar en soi s'étalait avec une acidité rancematine et d'une douceur écœurante. Ni bon ni atroce, mais littéralement éradiqué par la guerre de texture qui ravageait son filtre sensitif. L'expérience était un crash test raté. Mais l'architecture de la flûte restait somptueuse. Elle l'écrasa de nouveau sur le marbre du manche debout. Geste glacial de l'ingénieur qui vient de valider son équation thermochimique et n'a cure de s'envoyer le breuvage mortel. Le divisionnaire de la PJ accosta après l'essorage du dernier costard de la nuit. Lorsque la salle résonnait du creux glacial précédant le retour au silence absolu. La gueule du flic transpire et le respect mutique des vieux briscards et la courbette hiérarchique de ceux qui vous vendent le Graal en espérant que vous mangiez dans leurs mains. Le poste des ex-popophores ainsi qu'au sein de la PJ fut déroulé avec les violons de circonstance gris tarifaires blindés. Statut de grand inquisiteur d'État. La chair d'Orson s'est canonisée la folie furieuse qu'elle avait crachée sur le papier pendant 18 mois. Elle absorba le discours jusqu'à la dernière syllabe. C'est trop bruyant. La sentence tomba comme un couperet, dénuée des courbettes minables de ceux qui osent refuser poliment. Et ça grouille de trop de monde, une parenthèse de vide. Je préfère travailler depuis mon canapé. Le super flic encaissa la rafale de plomb dans un mutisme figé. Il opina de la tête, s'inclinant devant la cohérence chirurgicale d'une mutante qui ne s'était jamais travestie depuis qu'elle l'avait foudroyé de sa froideur ce soir-là. La mise en place ne se fit pas au lance-pierre, l'architecture de cette alliance occulte s'édifia. Dans les ombres sur des mois de tractation cryptée, à travers des serveurs offshore inviolables. Les rapports autopsiés pleuvaient sur les bureaux de la Banque de France avec l'inexorabilité des bombes à retardement. Paraphés par un fantôme dont les flics de Bercy finirent par déifier l'unique majuscule de signature comme le sensuaire de l'exécution financière. La planque avait été retranchée dans une chambre barricadée d'un appartement pris en banlieue calme de Paris d'où le cockpit de la guerre sainte 3 d'Alain Curvé. Fibre optique dédoublée sur ligne sécurisée. Et ce fauteuil ergonomique à maintien lombaire cyborg qu'elle avait disséqué sur les forums d'ergonomie pendant 14 jours avant d'acheter car l'interface physique exigeait une analyse scientifique de chaque point de contact dermique. Le greffier perçant des boules à 6 mois plus tard pas prévu au cahier des charges. Ramené d'un refuge un samedi merdique d'automne tenu par les mêmes fanatiques d'insertion qui lui avaient trouvé sa tôle à la banque. La boule de poil s'était squattée sur ses cuisses pendant les 40 minutes où elle auditait méticuleusement la viabilité logistique d'un animal domestique face à son timing. Le greffier s'était momifié dans la chaleur absolue, calant sa fréquence respiratoire sur son rythme cardiaque, la berçant dans cette transe régulatrice avant même qu'elle n'ait pu verrouiller la matrice des risques. Le formulaire d'adoption fut signé dans la minute. Le casque de confinement acoustique sommeillait près du clavier mécanique. Le treillis de combat était un vieux pyjama en coton flanelle, broyé par 50 cycles en machine jusqu'à atteindre l'abrasion moléculaire parfaite pour endurer des shifts de 16 heures. Sur les écrans, les diagrammes fractalisaient des pieuvres d'ingénierie financière qui ne semblaient indéchiffrables qu'aux abrutis qui n'en possédaient pas le code source. Pour les initiés enfin, ce n'était que des algorithmes. Et l'algorithme accouche d'une loi, et la loi condamne. Elle était la snipeuse financière de l'ombre la plus blindée de la République. Aucun requin de Wall Street n'avait son nom, on ne retenait que les cadavres. La plus colossale hémorragie de fonds sale réintégrée au trésor public. Les schémas de Ponzi éventraient des mois avant que l'IA des banques ne daigne biper, des dossiers judiciaires de la Banque de France qui tombaient estampillés d'un monogramme unique, synonyme de sentence de mort. L'armure d'Hoplite était encadrée sous verre. Une vitrine inviolable scellée contre le mur du bunker, pas pour repousser les mythes, mais par l'absolutisme mathématique de conserver le blindage relique qui avait été l'arme, le bouclier et la pièce à conviction de sa putain d'équation victorieuse. Le bleu saphir du plastron continuait de vomir la lumière halogène de son projo orientable, dont elle avait calibré la courbure pour cloner le massacre optique du lustre de Baccarat. Sur le flanc, une simple plaque de bois, un usinage laser brutal, pas d'enluminure de bourgeois, pas de moulure rococo. La devise avait été exhumée pour son empirisme pur. La seule vérité métaphysique arrachée après 18 mois d'insomnie à noir sur le bloc jaune.
Hacker, le dark web est à sa borde et la valse des aristocrates. Les chiffres n'ont pas de préjugés. Ils se contentent d'exister. Pour décrypter l'autre face du miroir, il faut fast-forwarder le film de quelques années. La blanchisserie du centre pénitentiaire de Sama puait le formol, la chaleur poisseuse. Le savon décapant et l'angoisse de la sueur en s'empile et ce type d'odeur de crématorium qui devient la norme pour le tôle à rôder. Mais qui foudroie à mort les entrailles du nouveau venu. La broyeuse des tambours industriels crachait un boucan perpétuel qui égalisait la vermine dans la même souffrance sonore. Peu importe ton putain d'arbre généalogique. Charles-Édouard de Montfort empliait des uniformes de prisonniers, le boulot de l'abrutissement absolu. 0 initiative, 30 gestes à la minute. La mécanique du rabattage textile pour accoucher d'un putain de rectangle réglementaire bon à croupir sur les rayonnages en fer forgé. L'asservissement méthodique de la viande et la destruction moléculaire de l'empereur qu'il s'était façonné dans le marbre. Pendant 3 décennies d'escroquerie. L'écran LCD de la cour de promenade vomissait ses infos sur une étagère. Le son poussé à balle pour trouer la barricade des machines à laver. Le JT de la mi-journée, la dope télévisuelle crachait en boucle dans les salles d'attente sur le Paris 15 zombie pour elle amateur. La journaliste déballa le scoop avec la rigidité du présentateur qui a dans les mains un dossier. D'état secret défense mais qui lâche les chiens sur commande. Le génie derrière la plus retentissante récupération d'actifs de l'histoire financière. Dont le pseudo furtif Artémis hante les sphères du crime vient de terrasser le cartel de la Banque Orion. L'image de la guerre explosa sur le plasma. Le fourreau bleu cobalt irradié de saphir crevait l'écran, il avait pulvérisé les lustres du baccarat. Lors du soir de l'apocalypse, et il crevait de nouveau la lucarne, sous les flashs, avec ce floutage anonymisant du faciès. Parce que la terreur qu'elle semait commandait l'anonymat militaire pour la traque des autres cartels, la gueule était rayée de la carte le plastron, non. La pile d'uniformes crasseux s'abattit sur la dalle de la laverie dans le bruit sourd des illusions qui se fracassent. Une chute de tissu inerte, inapte au boucan fracassant, mais dont l'onde de choc brise l'âme bien plus qu'une grenade. L'ex-nabab resta statufié, les mains vides suspendues dans le vide. Il y avait dans le choc du flashback l'armure de soie, la flèche info, le blast d'Artémis, l'emboîtement pervers de ce polaré et la clé USB. La tollarde des sous-16, le brouilleur d'ondes, le fourgon, non pas la révélation. Mais le coup de grâce de ce qu'une zone morte de son cerveau avait déjà digéré, tout en reniant la boucherie d'y faire face, les larmes de l'impuissance rageuse commencèrent à suinter. Pas d'avocat véreux à soudoyer, pas de sbire en communication pour éteindre l'incendie, pas de micro pour enfumer le monde à élever le vide. Les essoreux industriels crachant leur flotte, le linge en charpie sa boue. Et ce JT de malheur qui déroulait le massacre sans la moindre considération pour le cadavre qu'il encaissait. Si je vous fous devant la cour martiale de votre propre conscience quel a été le châtiment le plus gore pour ce baron de la pègre, la perpétuité carcérale et l'anéantissement de son or blanc. Ou de bouffer ses couilles en constatant qu'il s'est fait atomiser par le génie asocial qu'il a traîné dans la merde au milieu de la piste devant 500 seigneurs de la haute finance. Affûtez vos claviers dans les commentaires, j'exige de savoir si vous avez du sang chaud dans les veines. Dans son repère Boone Kerizes ce même putain de mardi après-midi, le fauve persan replia légèrement sa patte sur les cuisses d'Iris, sans se tirer de sa torpeur cette micro-reptation des félins somnambules. Kiri savait cataloguer et encaisser sans la moindre crispation musculaire, sachant qu'un spasme réveillerait la bête. Les terminaux vomissaient une nouvelle anomalie cryptée. Une hémorragie dans les coffres d'un fonds de pension. L'infrastructure énergétique française venait de biper pour la 3e. Foysen ou moi un siphonnage infime qui fintelia de l'eau CLCIFF, mais qui hurlait son anomalie statistica des eslumia de la simple erreur aléatoire. Elle déverrouilla son notepad. Elle cisailla la matrice pour balancer sa première colonne de mort. Cette croisade nous cloue au mur et nous gueule que l'autiste invisible que la société chie à la face est l'unique sniper avec la vision thermique de la vérité. Que le handicap qui lynche comme un virus s'avère être la charge. Ces 4 que leurs cartels d'escrocs n'ont jamais pu modéliser. Tout simplement parce que ces parasites ne concevront jamais qu'un sous-homme ait les clés du royaume. Si vous êtes des nôtres, de ceux qui s'abreuvent du sang des tyrans atomisés par les parias, fracassez le bouton d'abonnement et la cloche pour la Légion. Elle a métamorphosé son ghetto en frappe orbitale. Et les chiffres, indéboulonnables de froideur, se sont chargés de l'exécution capitale.